Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas comment installer et lancer sur un VPS AWS un bot Rust de market making haute fréquence sur l'exchange crypto décentralisé StandX. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le bot en détail, je vous conseille de la visionner en premier si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre ce tutoriel, vous allez avoir besoin au préalable de plusieurs choses. De l'argent sur un wallet EVM comme Rabi Wallet, par exemple un stablecoin comme l'USDC ou de l'Ethereum. Il vous faudra au minimum une centaine de dollars. Le bot va répartir automatiquement l'argent que vous allez mettre sur les 4 niveaux d'ordre de market making, 2 de vente et 2 d'achat. Et il vous faudra aussi un compte sur Amazon Web Services, vous pouvez d'ailleurs l'utiliser gratuitement pendant 1 an en faisant une petite instance Linux. C'est ce qu'on appelle le free tier en anglais. Voici le sommaire de la vidéo du jour. On va en premier créer et configurer un VPS AWS sur la zone géographique de Tokyo et y télécharger le bot. Ensuite, on va créer un wallet dédié et configurer les clés API pour le bot. Ensuite, on va transférer des fonds sur notre nouveau wallet grâce à Jumper. Finalement, on va installer Rust, compiler le code et lancer le bot. Vous pouvez aussi aller directement au chapitre qui vous intéresse en utilisant le chapitrage et aussi dans la description de la vidéo. Voilà, je suis maintenant sur mon navigateur. J'ai 3 onglets ouverts, la page AWS Tokyo, le site de Rabi Wallet et le site du dépôt GitHub de notre bot de market making en Rust pour StandX. Une fois sur la console AWS, il va vous falloir sélectionner la région géographique ici et aller sur Asie-Pacifique Northeast 1, c'est-à-dire Tokyo. Et ensuite vous cliquez sur EC2. Et sur la page suivante, allez dans Dashboard et vous pouvez alors cliquer sur Launch Instance. À cette étape, on vous demande de choisir un système d'exploitation. Il est recommandé de sélectionner Ubuntu pour pouvoir bénéficier du free tier. Puis, vous donnez un nom à votre instance si vous le souhaitez, par exemple standx_mm. Concernant le système d'exploitation, pour simplifier l'installation et éviter certaines complications liées aux versions récentes, il est préférable d'opter pour Ubuntu 22.04 et pas 24. Une fois ces choix effectués, vous pouvez confirmer les changements. Vient ensuite le choix du type d'instance qui peut sembler un peu complexe. En théorie, une instance de type T3 micro pourrait suffire, mais en pratique, la phase de compilation demande davantage de mémoire que les 1 gigaoctet des micros. Il est donc conseillé de commencer avec une instance disposant d'environ 2 gigaoctets de RAM afin de réaliser la compilation et de lancer et tester le bot pendant quelques heures. Une fois cette étape terminée, vous pourrez basculer vers une instance plus légère avec 1 gigaoctet de RAM afin de réduire les coûts, surtout quand vous n'aurez plus accès au free tier au bout d'1 an. Certaines de ces instances, comme les T2 micro, peuvent d'ailleurs être incluses dans le free tier, ce qui permet de ne rien payer pendant 1 an pour une instance selon votre usage. Je vous laisse vérifier. Ensuite, il est nécessaire de créer une nouvelle clé SSH au format .pem. Cette clé vous permettra de vous connecter à votre instance via un terminal avec PuTTY par exemple sur Windows ou avec un gestionnaire de fichiers comme FileZilla. Même si dans ce cas précis vous n'allez pas forcément l'utiliser immédiatement, il est fortement recommandé de la télécharger et de la conserver en lieu sûr, car elle pourra s'avérer utile par la suite. Concernant les paramètres réseau, vous pouvez accéder à la section correspondante en cliquant sur Edit dans la partie Network Settings. Dans les options d'Availability Zone, plusieurs choix sont proposés, notamment différentes zones en Asie-Pacifique Nord-Est. Je vous conseille de choisir la zone A ou la zone C. Dans cet exemple, la zone C est sélectionnée, car elle semble offrir de meilleures performances, notamment pour les connexions WebSocket. Pour le stockage, la configuration par défaut propose 8 gigaoctets, ce qui peut suffire dans de nombreux cas. Cependant, il est plus confortable de passer à 20 gigaoctets, surtout si vous envisagez d'installer d'autres bots ou d'utiliser l'instance pour d'autres projets. Cette augmentation n'entraîne généralement pas de coûts supplémentaires pour le free tier. Une fois tous les paramètres configurés, vous pouvez lancer l'instance en cliquant sur Launch Instance. Après quelques instants, l'instance est prête. Il suffit alors de cliquer sur l'identifiant de l'instance pour accéder à ses détails. Vous voyez notamment son adresse IP qui risque de changer au cours du temps si vous n'assignez pas une IP élastique. Pour vous connecter facilement, vous pouvez utiliser le bouton Connect, puis cliquer à nouveau sur Connect dans l'interface proposée. Cela ouvre directement un terminal dans votre navigateur, ce qui évite d'avoir à utiliser des outils externes. Dans ce terminal, vous arrivez normalement dans le répertoire /home/ubuntu, ce qui confirme que vous êtes correctement connecté à votre instance.
Vous pouvez alors vérifier que Git est bien installé, car il sera nécessaire pour récupérer le code du projet. Ensuite, il faut se rendre sur la page du dépôt GitHub, copier l'URL du dépôt via le bouton Code, et cliquer ici, puis revenir dans le terminal pour exécuter la commande git clone suivie de cette adresse. Cette opération permet de télécharger et de cloner le projet en local sur l'instance. Une fois le téléchargement terminé, il suffit d'entrer dans le dossier créé avec la commande cd standix-rust-market-maker-basebot. Vous accédez alors à l'ensemble des fichiers du projet. À ce stade, le bot est correctement téléchargé sur votre instance avec tous les fichiers nécessaires, notamment ceux écrits en Rust, et il est prêt pour les étapes suivantes de compilation et d'exécution. Si vous n'êtes pas familier, par rapport à Python, Rust nécessite une phase de compilation avant de pouvoir exécuter le code. Ensuite, il faut créer un fichier d'environnement afin de permettre au bot d'utiliser votre wallet. Pour cela, vous pouvez utiliser un éditeur directement disponible dans le terminal appelé Nano. Il suffit de taper la commande nano.nv pour créer et ouvrir ce fichier. À l'intérieur de ce fichier .nv, vous devrez renseigner deux variables obligatoires, l'adresse de votre wallet, wallet_ad, ainsi qu'une clé privée, private_key de wallet, que vous allez récupérer par la suite. Il est essentiel, à ce stade, d'utiliser un wallet dédié. En effet, vous allez devoir manipuler la clé privée de ce wallet et la mettre sur un VPS, ce qui implique un risque important. Il est donc fortement recommandé de créer un nouveau wallet, séparé de votre wallet principal, afin d'isoler les risques. Pour cela, on va utiliser Rabi Wallet. Si vous n'avez pas encore l'extension Rabi Wallet installée, vous pouvez l'ajouter à votre navigateur, par exemple via Chrome en allant sur le site rabi.io. Voilà, on installe l'extension Chrome de Rabi Wallet. Une fois l'extension installée, vous arrivez sur l'interface principale où vous pouvez créer un nouveau wallet en cliquant sur « Create New Address ». Il vous sera demandé de définir un mot de passe, puis le wallet sera généré. Vous pouvez ensuite lui attribuer un nom pour mieux vous organiser, par exemple standix_hot, vu que c'est un hot wallet. Une fois créé, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur « Open Wallet », ce qui vous donne accès à votre adresse publique. Il est également conseillé de sauvegarder ce wallet en récupérant la seed phrase. Pour cela, vous pouvez utiliser l'option Backup Seed Phrase qui vous permet d'afficher une série de mots à noter soigneusement dans un endroit sûr. Cette phrase permet de restaurer l'accès au wallet en cas de perte. Maintenant, on va récupérer l'adresse publique et la clé privée du nouveau wallet pour les mettre dans le fichier .nv. L'adresse publique est visible directement dans l'interface du wallet et peut être copiée facilement. En cliquant ici, cette adresse doit être collée dans la variable correspondante wallet_ad dans votre fichier .env sur le serveur. Ensuite, il faut récupérer la clé privée du wallet. Pour cela, vous accédez aux paramètres du wallet, puis à la section dédiée au compte. En naviguant dans les options, vous trouverez une fonctionnalité permettant d'effectuer un backup private key. Après avoir entré votre mot de passe, vous pourrez afficher et copier cette clé privée. Il est crucial de comprendre que toute personne ayant accès à cette clé peut prendre le contrôle total du wallet et en retirer tous les fonds. Cette information doit donc rester strictement confidentielle. Une fois la clé privée récupérée, vous devez également la copier dans le fichier .env dans la variable private_key. Lorsque vous avez terminé de modifier le fichier dans Nano, vous pouvez sauvegarder et quitter en utilisant le raccourci CTRL-X, puis dire oui pour sauvegarder les modifications avec CTRL-Y, puis confirmer avec la touche Entrée pour conserver le nom du fichier .env. À ce stade, notre configuration de base est en place. Le wallet que vous venez de créer étant vide, la prochaine étape consistera à y transférer des fonds afin de pouvoir utiliser le bot. Pour ce faire, on va utiliser un bridge très puissant appelé Jumper. L'idée est d'envoyer des fonds depuis votre wallet principal vers ce nouveau wallet dédié. Donc ici par exemple, j'ai déjà des USDC sur la blockchain Arbitrum sur mon wallet Rabi principal. Dans un premier temps, vous devez envoyer des fonds pour couvrir les frais de transaction, qu'on appelle le gas. Comme vous allez effectuer des transactions sur la BNB Chain, vous aurez besoin de BNB pour payer ces frais.
Une méthode simple consiste à envoyer environ un USDC et à le convertir directement en BNB dans la même transaction grâce à Jumper. Cela vous fournira suffisamment de gaz pour effectuer de nombreuses transactions. Il est très important que vous envoyiez bien les fonds vers le nouveau wallet que vous venez de créer. Faites attention de ne pas faire la transaction vers votre wallet principal, qui est le comportement par défaut de Jumper. Il faut donc bien modifier l'adresse de destination en cliquant sur l'icône de wallet et en renseignant la nouvelle adresse. Maintenant, on confirme et on valide toutes les signatures avec le wallet Rabby. Une fois cette première transaction validée et confirmée, vous pouvez opérer tranquillement sur la BNB Chain. Vous pouvez ensuite procéder à l'envoi du reste de vos fonds. On va effectuer un bridge et un swap en même temps, par exemple pour convertir vos USDC en DUSD directement sur la BNB Chain qui sont déposables et utilisables directement sur StandX. Jumper permet de réaliser ces deux opérations de bridge et de swap en une seule étape, ce qui est très pratique. Il ne faudra pas oublier là aussi d'envoyer les fonds sur votre nouvelle adresse. Vous sélectionnez l'option la moins chère parmi celles proposées, puis vous lancez l'opération. Il vous sera demandé de signer plusieurs transactions pour valider le bridge et le swap en même temps. Voilà, c'est validé, nos fonds sont bien bridgés et swappés sur le nouveau wallet en DUSD. Il faut maintenant aller sur le site de StandX et se connecter avec notre wallet fraîchement créé. Vous cliquez sur « Connect Wallet », puis vous sélectionnez votre wallet. Ensuite, il faut basculer sur la blockchain BNB Chain, aussi appelée BSC, puis vous cliquez sur « Sign In ». Une signature vous est demandée afin d'authentifier votre wallet, ce qui permet de créer votre compte sur la plateforme. Vous pouvez maintenant vérifier que les fonds en DUSD sont bien arrivés sur votre nouveau wallet. Sur l'interface de StandX, vous verrez apparaître votre solde. Par exemple, ici, on a environ 165 DUSD. Cependant, ces fonds ne sont pas encore déposés sur la plateforme de trading. Il nous faut donc effectuer un dépôt. Pour cela, vous cliquez sur le solde de 0 DUSD ici, puis ici sur Deposit Now. Vous pouvez sélectionner Max pour déposer la totalité de vos fonds disponibles, puis valider la transaction en la signant avec votre wallet. Après confirmation, les fonds sont bien déposés, mais ils se trouvent encore dans le compte principal de dépôt. Pour pouvoir trader, vous devez transférer ces fonds vers le compte de trading appelé PERP. Vous utilisez donc la fonction de transfert interne, sélectionnez le montant maximal, puis validez. Une fois cette étape terminée, vos fonds sont disponibles pour le trading. Pour la prochaine étape, on retourne sur le terminal connecté sur le VPS. On va maintenant installer l'environnement nécessaire pour pouvoir compiler et exécuter le bot en Rust. Pour cela, il faut d'abord installer les paquets de base d'Ubuntu. Vous commencez par exécuter sudo apt update afin de mettre à jour les dépôts. Puis vous installez les outils essentiels avec sudo apt install build-essential. Ce sont ces paquets qui permettent de compiler du code sur la machine. Ensuite, vous procédez à l'installation de Rust en utilisant la commande officielle fournie utilisant rustup, que j'affiche ici. Pendant l'installation, il vous est proposé plusieurs options, mais vous pouvez simplement laisser les paramètres par défaut afin d'effectuer une installation standard. Une fois l'installation terminée, vous remarquerez que les commandes liées à Rust, comme cargo, ne sont pas encore reconnues par le terminal. Cela s'explique par le fait que l'environnement de Rust n'est pas encore chargé dans votre session. Pour corriger cela, il faut exécuter la commande suivante, indiquée à la fin de l'installation, qui permet de charger l'environnement. Cela rend immédiatement les outils Rust disponibles dans votre terminal. Une fois Rust opérationnel, vous pouvez lancer la compilation du bot avec la commande cargo build-release. Cette commande compile le projet en mode optimisé, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances à l'exécution. Cependant, il est possible que la compilation échoue lors de la première tentative, car certaines dépendances système ne sont pas encore installées sur notre Linux. Dans ce cas, il faut installer les paquets manquants. Vous installez d'abord libssldev avec la commande sudo apt-get install libssldev,
puis pkg-config avec sudo apt-get install pkg-config. Ces dépendances sont nécessaires pour que certaines bibliothèques Rust puissent être compilées correctement. Une fois ces installations effectuées, vous pouvez relancer la compilation avec cargo build-release. Il est important de noter que cette phase de compilation peut être relativement longue et consommer beaucoup de mémoire. Si vous utilisez une instance avec seulement 1 gigaoctet de RAM, la compilation peut être très lente ou même échouer. C'est pourquoi il est fortement conseillé d'utiliser une instance avec 2 gigaoctets de RAM pour cette étape. Je ne le fais pas ici, mais vous pouvez aussi essayer d'ajouter de la mémoire swap qui sera très lente, mais qui permettra de faire passer la compilation à coup sûr. Une fois la compilation terminée, vous pourrez ensuite réduire les ressources de votre instance pour économiser des coûts. Car pour faire tourner le bot, Rust est très efficace et nécessite très peu de ressources CPU et RAM. Après quelques minutes, en fonction de la puissance du CPU de votre instance, la compilation se termine correctement et le bot est prêt à être exécuté. Voilà, ici je mets à gauche notre terminal connecté au VPS et à droite la page de trading de Standix qui va nous permettre de vérifier que notre bot envoie correctement des ordres. Pour éviter que le bot s'arrête lorsque vous fermez le terminal, il est fortement recommandé d'utiliser un outil comme Tmux. Cet outil permet d'ouvrir une session de terminal persistante à l'intérieur du terminal. Vous lancez donc une nouvelle session Tmux avec la commande Tmux. Maintenant, dans le terminal virtuel Tmux, on peut exécuter la commande cargo run. En fait, on va exécuter cargo run-release à l'intérieur de cette session Tmux pour lancer le bot en mode optimisé avec la meilleure performance possible. Le bot démarre bien alors. Vous pouvez voir qu'il a bien détecté nos 165 $ disponibles pour le trading ici. Et en fait, il calcule automatiquement une taille de position en fonction des fonds disponibles. Ici 0,0002 Bitcoin, soit environ 14 $. Mais il ne commence pas immédiatement à trader. Il entre en premier dans une phase de warm-up de 10 minutes durant laquelle il collecte des données de marché via les WebSockets. Il accumule notamment les messages du carnet d'ordre, calcule la volatilité et le signal d'alpha avec l'order book and balance. Pour plus d'infos, je vous laisse regarder la vidéo précédente de présentation du bot si vous ne l'avez pas encore vue. Cette phase de warm-up dure 10 minutes, soit 600 secondes. Il commence à afficher des cotations au bout de 100 messages WebSocket et il a généralement des cotes valides au bout d'environ 40 secondes. Ici, on a environ 40 points de base sur le premier niveau et 80 points de base sur le second. Le marché semble assez volatile au moment où je tourne cette vidéo car la moyenne long terme est plutôt aux alentours de 20 points de base. Maintenant, il faut attendre les 10 minutes de warm-up avant que les ordres ne soient envoyés sur Standix. Vous voyez ici que le bot nous indique qu'il est en phase de warm-up avec le temps écoulé. Pendant qu'il fait le warm-up, vous pouvez détacher la session Tmux en utilisant le raccourci CTRL-B puis D, ce qui permet de laisser le bot tourner en arrière-plan. Même si vous quittez le terminal, le bot continue de fonctionner. Pour vérifier que la session est toujours active, vous pouvez lister les sessions Tmux existantes avec la commande tmux-ls. Vous pouvez également vous reconnecter à une session spécifique en utilisant son identifiant, par exemple tmux-t0 pour la première session. Vous retrouvez alors le bot en cours d'exécution. Une fois le seuil de 600 secondes atteint, le bot commence à placer des ordres sur la paire Bitcoin. Vous pouvez voir qu'il les met à jour très fréquemment en fonction des variations de prix et des nouveaux messages reçus, et donc de la volatilité du marché. On a bien 2 ordres à la vente, c'est-à-dire en short, et 2 ordres à l'achat, c'est-à-dire en long. Le bot est maintenant pleinement opérationnel et effectue du trading de manière automatisée. Vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez vous détacher de Tmux, fermer le terminal et le laisser tourner en fond. Je conseille quand même de vérifier de temps en temps sur le terminal et sur le site de Standix que tout se passe bien. Vous pouvez aussi aller dans la section points sur le site de Standix pour surveiller votre accumulation de points grâce au bot. On peut voir que depuis la dernière vidéo, j'ai accumulé quelques milliers de points en plus. Enfin, si vous souhaitez arrêter le bot, il suffit d'envoyer un signal d'interruption avec CTRL-C. Le bot s'arrête alors proprement en annulant les ordres en cours avant de se fermer. Voilà, bravo d'avoir tenu jusque-là. Le bot est entièrement configuré et fonctionne de manière autonome. Chez moi, le bot fonctionne de manière stable depuis plus d'1 mois sans aucune intervention ni bug, ce qui donne un bon niveau de confiance quant à sa fiabilité. Il reste néanmoins important de garder un œil sur son fonctionnement. Je recommande aussi de vérifier régulièrement qu'aucune mise à jour n'a été publiée pour le projet sur GitHub. En effet, des améliorations ou correctifs peuvent être ajoutés au fil du temps.
Pour mettre à jour le code, il suffit d'utiliser la commande git pull dans le dossier du projet afin de récupérer les dernières modifications. Après un pull du code, il est nécessaire de couper le bot, de recompiler le code Rust avec cargo build-release, puis de relancer le bot avec cargo run-release. Cela permet de s'assurer que vous utilisez toujours la version la plus récente et la plus optimisée du bot. Et avant de vous quitter, une dernière information importante. Le fichier config.json. Ce fichier contient de nombreux réglages du bot et de la stratégie de market making. Il n'est généralement pas recommandé de le modifier, car les valeurs par défaut ont déjà été testées et donnent de bons résultats. Ces paramètres m'ont permis d'obtenir une performance d'environ 4% sur le dernier mois, ce qui montre qu'ils sont globalement bien calibrés. Il vaut donc mieux conserver cette configuration telle qu'elle, sauf si vous savez précisément ce que vous faites. Parmi les paramètres à connaître dans ce fichier, il y a aussi celui du levier, dont je n'avais pas du tout parlé dans la dernière vidéo. Il est conseillé de rester sur un levier de 1 afin de garder une exposition simple et plus prudente. Il est techniquement possible de monter jusqu'à 5, mais cela augmente nettement le niveau de risque. En effet, lorsque le levier est activé, le bot adapte automatiquement la taille des ordres en fonction du capital disponible, en tenant compte de ce levier. Autrement dit, plus le levier est élevé, plus les positions prises sont importantes, proportionnellement au levier. L'utilisation d'un levier plus élevé peut permettre de générer davantage de points ou d'augmenter le potentiel de rendement, mais elle accroît aussi fortement le risque de perte. Si le marché évolue défavorablement, les pertes seront mécaniquement plus importantes. Même si le bot a été rentable jusqu'à présent, il reste toujours possible que les conditions de marché changent et qu'un scénario moins favorable se produise. C'est pourquoi il est préférable, surtout au départ, de rester sur un levier à 1 afin de limiter les risques et de garder une gestion plus prudente du capital. Voilà, c'est la fin de cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. Ces 2 vidéos sur le bot de market making HFT sur Standix m'ont demandé pas mal de travail, donc pour supporter ce travail, je vous invite à passer par mon lien référal de Standix ici et voir aussi en description de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose, cette vidéo ne représente en aucun cas une forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FreakTrade ou avec vos bots custom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.